On a au Québec beaucoup cette image de macramé des années 70 et de cravate en terre cuite, mais les métiers d'art, ça n'est pas juste ça. On l'a vu tantôt, c'est un ensemble de pratiques et de métiers, donc il faut changer cette perception-là. Bonjour, mon nom est Elfie Morin, directrice générale des Produits du Québec. Je vous propose l'Arrière-boutique, un balado où je discute d'achat local avec des invités de différentes industries. Bonne écoute! Bonjour Julien. Bonjour Elfie. Merci beaucoup d'être venu me rencontrer aujourd'hui. Je suis très contente de te recevoir. Donc Julien, tu es directeur général du Conseil des métiers d'art du Québec depuis quelques années déjà. Conseil des métiers d'art, Salon des métiers d'art, qui ne connaît pas le Salon des métiers d'art, mais peut-être qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Julien. Oui. Donc, parle-moi de ton parcours. Oui, donc rapidement, d'abord peut-être vous dire, moi j'ai étudié en biologie cellulaire et physiologie animale en France à l'époque. Je suis arrivé au Québec juste après mes études, il y a une vingtaine d'années, 25 ans maintenant. Et puis j'ai tout de suite eu l'opportunité de travailler dans le milieu culturel. J'ai été notamment directeur administratif dans différents théâtres, des grandes institutions québécoises, le dernier au TNM par exemple. Et je suis au conseil depuis 2019. Ah ouais. Alors voilà, et je suis également président du comité sectoriel de la main-d'œuvre en culture au Québec. Donc, tu es maintenant à la direction générale du Conseil des métiers d'art. J'ai parlé de Salon des métiers d'art d'entrée de jeu, mais j'aimerais que tu me parles, qu'est-ce que c'est le Conseil des métiers d'art du Québec? Oui, tout à fait. Alors, si tu me permets, je vais peut-être commencer aussi par qu'est-ce que c'est les métiers d'art. Bonne idée. Donc, les métiers d'art, ce sont tous les métiers qui sont liés à la transformation de la matière, donc avec des savoir-faire particuliers. Le bois, la céramique, le cuir, le métal, etc. Et ça va de pratiques qu'on appelle des petites séries, mettons une tasse en céramique qu'on va retrouver dans des salons des métiers d'art, jusqu'à des pièces uniques, parfois monumentales, qu'on va retrouver dans des musées ou dans des galeries. Okay. Et on va passer par un ensemble de pratiques, par exemple la model design, l'architecture et le patrimoine avec les tailleurs de pierre, les vitraillistes, les ferronniers d'art qui interviennent aussi sur la matière dans un cadre plus patrimonial. Et donc, les artisans vont se retrouver sur cette échelle. Rarement, ils ont rarement une seule pratique. Ils vont souvent naviguer dépendamment de où ils sont rendus dans leur carrière là-dessus. Et donc, au Conseil des métiers d'art, on a 3 mandats. On a un mandat de regroupement, représentation professionnelle, où on peut devenir membre du Conseil et on évalue les dossiers des personnes qui déposent leur candidature, on attribue un titre d'artisan professionnel et on représente ce domaine-là. Il y a un volet aussi développement professionnel, formation continue. Souvent, les artisans vont être formés dans des écoles de métiers et vont être formés tout au long de leur carrière. On va y revenir sûrement dans la discussion. Et puis, le 3e volet, on fait de la diffusion. Donc la diffusion, ça peut être commercial ou non commercial, dans des salons de métiers d'art, dans des boutiques, ou aussi dans des galeries ou dans des musées, avec lesquels on va développer des partenariats, par exemple. Puis dans ces 3 pôles-là, est-ce qu'il y en a un qui a plus d'importance en termes de charge de travail, par exemple, au Conseil des métiers d'art? Bien, c'est certain qu'en termes de volume général d'activité, les 3 sont pas mal égaux. Cela dit, le volet diffusion, d'un point de vue ampleur d'événements, prend énormément de place aussi dans les activités. Le Salon des métiers d'art. C'est qu'on vous connaît, entre autres, beaucoup comme ça. Absolument. Puis là, dans le Conseil des métiers d'art, il y a combien de membres? Je ne sais pas, est-ce que c'est des membres? Oui, ce sont des membres professionnels, donc individuels, sur lesquels on a évalué les techniques, les pratiques. Donc, il y a 1000 membres professionnels. Et donc, on va représenter l'ensemble du domaine, donc ceux qui sont membres ou ceux qui ne sont pas membres. Il y a aussi des écoles ateliers, il y a des diffuseurs. Et puis, pour ceux qui sont membres, il y a un certain nombre de services professionnels, par exemple. OK. Ce que je comprends, c'est que les membres chez vous ont droit à avoir une certification artisan professionnel. C'est bien Exactement. Ça. Donc, on va évaluer les techniques. Est-ce qu'ils sont en maîtrise de leur technique sur la matière? On va évaluer leurs connaissances par rapport à la matière. Donc, il y a un saut de qualité quand on est reconnu artisan professionnel par le Conseil des métiers d'art, qui a une valeur pour l'artisan et qui va lui permettre aussi d'avoir accès à un certain nombre de soutiens financiers, par exemple, pour ces ateliers d'artistes dans différentes villes. OK. Puis cette certification-là, disons que je vais au Salon des métiers d'art, par exemple, est-ce que tous les exposants ont cette certification? Absolument. Tous les produits qui sont présentés au Salon des métiers d'art ont été évalués par un jury, notamment pour donner un saut de qualité et de durabilité sur le produit qu'on achète.
Je suis curieuse parce que nous, on a un processus de vérification qui est vraiment sur la provenance du produit, mais là, vous, c'est vraiment sur l'expertise. Exactement, sur les savoir-faire. Donc, on s'assure que, parce que tu vois, si je prends souvent un des métiers les plus parlants quand on parle de savoir-faire, ça va être les métiers d'art sur l'architecture et le patrimoine. OK. On ne peut pas demander à n'importe qui de faire des interventions sur le patrimoine bâti pour rénover une ornementation en plâtre, pour développer une rampe en métal en fer forgé. Donc, ça va demander des savoir-faire particuliers, par exemple. Donc, on évalue ces savoir-faire-là en priorité avant d'évaluer la provenance. C'est certain que la provenance des matériaux ou le processus de fabrication est souvent fait au Québec. Disons qu'on regarde l'industrie actuellement des artisans. Est-ce qu'ils ont des défis similaires ou selon le type d'expertise, les défis sont différents? Bien, il y a beaucoup de choses qui sont similaires, peu importe le type de matière qu'on travaille, c'est similaire. Ce sont des artistes entrepreneurs, donc ils ont des réalités économiques qui sont similaires à des entrepreneurs dans d'autres secteurs. C'est sûr que dans les défis, il y a en ce moment les coûts de production, la main-d'œuvre, les matériaux coûtent cher, il y a la transformation numérique. Donc, comment on s'approprie dans les processus de fabrication les outils numériques. Il y a, donc, nous, on essaye de les accompagner sur 4 volets. Donc, des techniques de métier, des éléments de gestion d'entreprise, des éléments de mise en marché, commercialisation, puis des éléments créatifs aussi, comment on fait sa recherche, par exemple. Oui, oui, oui. Je suppose que souvent, quand on est artisan, on n'est pas nécessairement dans des grandes entreprises. Ça doit souvent être des entrepreneurs qui sont seuls ou qui ont des très petites équipes. Donc, je suppose qu'il y a des défis aussi de temps derrière tout ça, je suppose. Oui, définitivement. Ce sont beaucoup de travailleurs autonomes, de micro-entreprises, de PME. Ça peut arriver qu'on ait des artisans qui travaillent avec une équipe mettons, entre 10 et 20 employés, mais c'est plutôt rare. Donc, c'est souvent des gens qui sont seuls. Donc, on a cet enjeu-là comme milieu, c'est aussi de sortir de cette solitude-là et puis d'aller partager avec les pairs pour être à la fois pour alimenter son processus créatif, puis comme entrepreneur pour partager les expériences et aller chercher les meilleures pratiques. Puis tu as nommé tout à l'heure, tu as nommé quand même plusieurs défis, là, je vais dire l'industrie, mais c'est pas une industrie, là, c'est plusieurs industries. Quel est le défi le plus grand, selon toi, en ce moment, pour les artisans? Il y a des défis par artisan, puis il y a des défis de milieu. D'abord, en défi de milieu, il y a un enjeu de renouvellement de l'image des métiers d'art. On a au Québec beaucoup cette image de macramé des années 70 et de cravate en terre cuite. Et le macramé est quelque chose extrêmement à la mode, mais les métiers d'art, ça n'est pas juste ça. On l'a vu tantôt, c'est un ensemble de pratiques et de métiers, donc il faut changer cette perception-là. Il y a aussi l'enjeu de changer la perspective sur les métiers traditionnels. La tradition, c'est pas opposé à l'innovation, on pourra y revenir éventuellement, mais donc il faut changer un peu ce regard-là. Puis pour l'artisan, un des principaux défis en ce moment, c'est clairement je reviens sur les coûts de production, l'accès à des ateliers, à des locaux qui sont abordables. On a un gros enjeu sur cette question-là, peu importe où l'atelier de l'artisan est situé au Québec, que ce soit dans des centres urbains ou en région. C'est intéressant quand tu dis on a une perception de l'artisanat, puis là tu faisais référence à des exemples humoristiques là, de cravates en terre cuite, mais comment qu'on fait ça? Et je suppose que le conseil joue un rôle à l'intérieur de cette problématique-là? Oui, bien sûr, c'est un travail de longue haleine, en fait. Ça prend des ressources et des moyens, et aussi, ça prend une certaine ouverture des gens qui sont en face de nous pour recevoir, pour déconstruire les préjugés par rapport au métier d'art. On est dans un secteur qui est extrêmement innovant, et parfois, on oublie à quel point les artisans sont toujours en amont de la recherche. On a des métiers qui sont parfois millénaires, forgerons, ferronniers, et sont des métiers sur lesquels il y a eu des siècles de recherche et développement, d'essais-erreurs. Donc les gestes qui sont développés en ce moment, en 2024, sont des gestes, c'est les gestes les plus parfaits possibles sur lesquels des générations ont travaillé. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième chose, c'est que l'artisan va être souvent en amont
pour développer des nouveaux outils. Mon outil ne va pas assez loin, donc comment je fais pour l'amener plus loin? Il y a quelques années, il y avait des imprimantes 3D, donc comment on fait pour que ton imprimante 3D elle aille plus loin par rapport à ce qu'elle est capable de faire maintenant? Maintenant, ce sont d'autres types d'outils, bien sûr, mais c'est souvent l'artisan qui va être en amont de la recherche et de l'innovation. Comment ça va, le développement de nouveaux artisans au Québec? Parce qu'il y a un aspect formation qui vient avec tout ça. Oui. En fait, un des enjeux qu'on retrouve, c'est pas tant d'avoir accès à une relève. Il y a une belle relève en métier d'art. Les écoles ateliers ont des inscriptions. Alors, les écoles ateliers, par exemple, c'est des écoles de formation en joaillerie, en ébénisterie d'art, Ouais. les métiers du cuir, la céramique, la lutherie, les facteurs d'instruments. Donc, il y a une relève qui est là. Un des enjeux qu'on a, c'est le soutien au développement de la carrière. C'est-à-dire que les artistes et les artisans sont formés dans les écoles. On focus énormément sur les techniques, mais on a de la misère encore comme milieu à accompagner correctement sur le développement de la carrière, puis à différentes étapes de carrière. Donc ça, c'est un enjeu de milieu sur lequel on doit travailler. Tu as nommé plusieurs types. Il y a combien de types d'écoles au Québec comme ça pour les métiers d'art? Alors, là, mes pères ne seraient pas très contents de moi. Je crois que c'est 12. Essentiellement, les deux gros pôles de formation sont à Montréal et à Québec. Okay. Et ce qui est intéressant quand même, c'est que la plupart des artisans au Québec, d'abord, sont des artisanes. C'est 2/3 d'artisanes professionnelles qui ont leur atelier en région. Donc, souvent, ils vont venir se former dans les centres urbains que sont Montréal et Québec, et ensuite vont retourner pratiquer et avoir leurs ateliers et leur développement économique, que ce soit dans leur région d'origine ou dans une nouvelle région qu'elles vont explorer. Puis est-ce que, justement, c'est un bon point que tu amènes, est-ce que ce sont initialement des entrepreneurs qui viennent de région et qui retournent, ou c'est plutôt parce que c'est difficile de percer à Montréal dans les centres urbains au niveau de l'artisanat? C'est une bonne question. Je ne suis pas sûr que ce soit une question que ce soit difficile de percer au niveau d'un métier d'art dans des centres urbains. Je pense qu'on est quand même dans peu importe le type de pratique où on se retrouve en métier d'art, on est dans des valeurs communes d'éco-responsabilité, de développement régional, de développement durable, d'économie circulaire. Et ça, c'est très ancré dans la pratique des artistes et des artisans en métier d'art. Et je pense que cet accès au territoire est relativement fondamental pour nombre d'entre eux. Je pense que c'est plus ça qui les amène à aller sur l'ensemble du territoire. Tu parles d'approvisionnement un peu local, entre autres. Comment qu'on encourage un peu l'approvisionnement local auprès des artisans? Bien, un des enjeux sur l'approvisionnement, c'est que tous les métiers ne sont pas égaux face aux matières premières. C'est vrai. Il y a différents enjeux. Par exemple, les joailliers, le prix de l'or a explosé ces dernières années. Donc, c'est des choses qui coûtent très cher. Il y a des matériaux qui ne sont pas accessibles au Québec. Le verre, par exemple, c'est difficile d'avoir du verre au Québec. Alors, dépendamment, on peut acheter son verre en République tchèque, on peut acheter du verre dont le sable vient d'Asie, qui a été transformé à un autre bout du monde, puis qui arrive ici. Donc, l'accès aux matériaux est inégal. C'est sûr que si on travaille le bois, l'ébénisterie, au Québec, on a une richesse incroyable au niveau des matières premières. Donc, il y a des disparités très claires dépendamment des métiers. J'ai envie de savoir un peu les impacts, justement, cet approvisionnement-là. Bien, des fois, on dépend des pays extérieurs. Comment ça s'est déroulé pour les artisans, la période de pandémie et post-pandémie qui a un impact sur les chaînes d'approvisionnement? Oui, mais ça a été vraiment très problématique à deux niveaux, je dirais. D'abord, il y a eu l'espèce de transformation numérique sur la commercialisation, donc avoir des boutiques en ligne. Et on est dans un milieu qui avait un certain retard par rapport à ces plateformes-là. Donc, il a fallu rattraper ça. Le deuxième enjeu, c'est que pour différentes raisons, les coûts de production, par exemple, sont un petit peu plus chers. Donc, ça fait des produits qui sont plus chers à l'achat. Et l'autre enjeu, c'est le transport. Et un des enjeux qu'on rencontre, c'est que ça coûte plus cher d'envoyer de Québec à Québec que d'envoyer de Chine à Québec. Ça, c'est en raison d'une obscure entente de l'Union postale, qui est une agence de l'ONU, qui, dans les années 70, a décidé d'aider les pays en développement, dont la Chine faisait partie, et qui est venue un peu déséquilibrer ces coûts de transport, ces coûts d'envoi-là. Mais ça a perduré. Donc, c'est une des raisons qui explique
que sur le prix d'un objet, le transport peut représenter 20% à peu près de la facture, mais ça a un impact. Donc, pour répondre à ta question, un des défis qu'on a rencontrés pendant la pandémie, ça a été, oui, l'approvisionnement, mais aussi la mise en ligne des produits et puis le transport, qui est toujours un enjeu. Comment se porte la transformation numérique aujourd'hui, en 2024, chez nos artisans? Ben, très bien. En fait, je reviens sur la question où les artistes des métiers d'art et les artisans sont en amont de la recherche et du développement. Donc, peu importe le type de pratique, la plupart des métiers accueillent très bien en termes de recherche et développement pour les objets qu'ils sont en train de fabriquer. La question de la mise en ligne et de la commercialisation, c'est comme une autre question. C'est pareil, c'est pas tous les artisans qui sont égaux face à la vente en ligne. C'est sûr que de vendre une pièce unique que d'habitude on va voir plutôt dans un musée ou dans une galerie, c'est une autre approche en ligne que de vendre des petites séries, par exemple les arts de la table, où c'est peut-être plus facile d'avoir accès à des plateformes en ligne. Comment vous accompagnez les artisans pour la mise en valeur de leurs produits? Oui. On essaye nous-mêmes dans nos propres activités de développer des initiatives qui vont permettre d'augmenter la visibilité. Alors par exemple, on a mis en place une plateforme web qui s'appelle matière au pluriel.ca qui permet de découvrir des artisans métiers d'art à travers le Québec. On a développé des circuits métiers d'art, des routes. Alors tu peux aller développer ta propre route. Je sais pas, les céramistes en Estrie, tu rentres ça et puis ça te donne une carte que tu peux avoir après sur ton cellulaire, ton Google Maps. Puis tu peux faire le tour des céramistes en Estrie. Donc ça, c'est un exemple. L'autre élément, c'est de développer aussi des présences collectives à l'international. Parce que le Québec a son propre marché, mais un des marchés auxquels on a encore peu accès, c'est le marché international. Donc on essaye de développer des présences collectives pour tout type de pratique. Par exemple, pour ceux qui font de la pièce unique, on a développé l'année passée une présence collective dans une biennale internationale qui s'appelle Révélation, qui avait lieu à Paris au Grand Palais éphémère, avec 40 artistes québécois présents pour mettre les métiers d'art du Québec à l'honneur. Et ça leur permet d'une part de se faire connaître, d'autre part de se faire connaître individuellement, mais de se faire connaître aussi collectivement comme identité créatrice québécoise. Et on a une couleur en métier d'art qui se distingue du reste du monde pour différentes raisons. C'est une question que j'avais, fait que je vais te demander de m'expliquer cette couleur-là. Oui. Ben, comme pour beaucoup de choses au Québec, on est à cheval entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Alors en Europe, ils ont des pratiques en métier d'art qui sont tout à fait tournées sur l'excellence des techniques et la formation, mais parfois dans une certaine rigidité de cadre. Donc c'est techniquement parfait, mais les aspects créatifs sont plus difficiles à aller chercher. Okay. Alors qu'on a en Amérique du Nord, avec les mouvements Arts and Crafts, avec beaucoup plus de liberté créatrice. Donc ça vient notamment des États-Unis, du Canada anglophone, de la pensée aussi anglo-saxonne. Donc on se retrouve au Québec avec une attention particulière sur les techniques, mais aussi une liberté créatrice qui est beaucoup plus forte que ce qu'on peut retrouver en Europe. Et ça donne au métier d'art du Québec une image qui est tout à fait reconnue sur la scène internationale, qui est propre au Québec. Wow! Donc, on a le meilleur des deux mondes. On a le meilleur des deux mondes. Qu'est-ce que tu penses qui fait, disons, tu as nommé quand même plusieurs choses, on a parlé d'aspect local, d'aspect de qualité de fabrication. Qu'est-ce que tu penses qui fait le plus la différence pour le consommateur dans ces éléments-là? Mais je crois que c'est un ensemble. Je crois vraiment que c'est l'ensemble. Okay. C'est-à-dire que l'objet qu'on a chez soi, quand c'est un artisan du Québec qui le fait, quand c'est un artiste des métiers d'art, d'une part, il a une histoire, cet objet-là. Souvent, en plus, on va l'acheter directement à la personne qui l'a fabriqué. Donc, il va nous parler de son objet, il va nous parler de sa passion, du savoir-faire, de ses techniques, et on va être capable de reconnaître dans cet objet-là une part de l'artisan et de son histoire. Donc ça, je pense que c'est fondamental quand on commence à parler d'achat local ou de métier d'art. C'est peut-être la chose la plus importante qui ressort. Ensuite, sur la notion d'économie circulaire, économie territoriale, les artisans dans les régions,
c'est une force économique, c'est une force d'emploi. Ils achètent des matières premières, ils créent des emplois, ils vont rendre des services à la collectivité. Ce sont des attraits touristiques. C'est une des premières choses que quand nous, on voyage, on va aller à la rencontre des artisans qui sont locaux. Donc, je pense que ça nous parle comme Québécois, où on est proche de son territoire, de sa région, des gens qui nous entourent. Donc, je pense que c'est l'ensemble de ces facteurs-là qui fait que le consommateur reconnaît dans un produit métier d'art un produit qui lui appartient, auquel il s'identifie. Je veux revenir un peu sur le développement international. Est-ce que tu as des exemples d'artisans qui ont su percer le marché international? Oui, en fait, il y en a quand même de nombreux. Un des enjeux, c'est qu'on ne les connaît pas au Québec. Je vais prendre un exemple d'une céramiste qui s'appelle Pascale Girardin, qui a son atelier pas très loin d'ici, dans Rosemont, et qui, elle, décore les hôtels, des plus grands hôtels à travers la planète, là à New York, à Tokyo, avec son travail de céramique. Elle travaille aussi avec, je ne sais pas si j'ai le droit de les citer, mais certaines marques de luxe, de mode, de haute couture, pour habiller les boutiques de cette maison de haute couture-là. Et donc, elle a une carrière internationale incroyable, mais très peu de Québécois la connaissent, à part les gens du milieu. Mais c'est un exemple incroyable de réussite à l'international. Il y en a d'autres qui... c'est sûr que si tu veux avoir du succès dans ton métier, d'un point de vue entrepreneurial, il faut que tu sortes, quand tu es en métier d'art, il faut que tu sortes du Québec. Donc, le marché international est un marché extrêmement important. Souvent, on va voir dans certains domaines, on va s'inspirer des tendances du monde. Disons, par exemple, en mode, on le voit beaucoup. Oui. Est-ce que c'est la même chose au niveau des métiers d'art ou des fois, c'est peut-être qu'on est la source d'inspiration de d'autres pays? Est-ce que tu vois cette dynamique-là? Oui, je pense que les deux coexistent parfaitement. C'est-à-dire que il y a des métiers, par exemple les métiers du bois, on a une expertise qui est tout à fait propre et particulière au Québec. Et on voit des gens qui viennent se former, notamment aussi en céramique. On a une très bonne école, pas une école physique, mais une école philosophique de travail de la céramique au Québec qui attire. Puis inversement, si je reprends sur l'exemple de la céramique, on va vouloir aller s'inspirer aussi de ce qui se fait ailleurs. En Asie, par exemple, il y a des techniques de céramique qui sont extrêmement diverses et variées, extrêmement développées. D'ailleurs, on essaye de développer une collaboration avec le Japon pour créer des échanges, des résidences croisées, pour qu'on puisse s'inspirer, apprendre d'autres techniques de travail de la céramique, par exemple. Il y a un quartier des artisans qui va voir le jour dans le secteur, dans le secteur, en fait, Bridge Bonaventure. Oui. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, tout à fait. C'est un projet magnifique, je pense, pour Montréal et je pense aussi pour les métiers d'art du Québec au Québec. D'abord, peut-être juste pour repositionner, pour ceux qui ne connaissent pas Bridge Bonaventure, c'est un des quartiers de Montréal qui n'a pas encore été redéveloppé dernièrement. Donc, la ville souhaite faire quelque chose avec cet espace-là. Et c'est un ancien quartier industriel. En fait, c'est un quartier, c'est là où il y a Farine Five Roses, par exemple. C'est un quartier aussi qui se situe en transition entre donc, une zone industrielle et des zones résidentielles qui sont... Quelle grandeur, disons, juste pour nous? Oh là là, je vais m'enfarger dans mon nombre de pieds carrés. Mais c'est quand même, c'est plusieurs rues, plusieurs carrés. Oui, tout à fait. C'est quand même un immense secteur qui est situé près de l'autoroute Bonaventure. Et donc, on a cette vision-là qu'on peut faire dans ce quartier-là, une transition entre l'industrie lourde qui est déjà présente dans ce quartier-là et le résidentiel qui va être présent et qui ramène à la ville. Les métiers d'art ont tout à fait qui sont une industrie légère, ont tout à fait cette capacité à la fois de faire la transition urbanistique, d'une part, et puis de développer d'abord une économie dans ce quartier-là, à la fois touristique, donc avec des galeries d'art, avec des écoles de formation, avec des ateliers d'artistes. Il y a déjà les Forges de Montréal qui sont là, il y a l'Espace Vert, l'École du Verre, il y a un facteur d'orgue, ça c'est un autre exemple de réussite à l'international. Jugé Saint-Clair qui fabrique des orgues à Montréal, personne ne sait ça, mais
ils mettent 3 ans à développer un orgue et ils vont le livrer. Je pense que là, en ce moment, ils sont en train d'en livrer un aux États-Unis, mais ils livrent partout à travers le monde. Donc, il y a déjà... donc, l'idée derrière ce quartier des artisans, c'est de créer un pôle économique, identitaire, fort par rapport aux métiers d'art qui appartiennent à Montréal, et puis de faire du lien aussi dans une économie résiliente avec, mettons, l'école de technologie supérieure qui est pas loin pour réfléchir à l'innovation, réfléchir à la recherche, et puis faire graduellement un transfert vers des aspects résidentiels qui sont aussi un enjeu dans ce secteur-là. Bien, c'est un projet super intéressant pour vous aussi, là, c'est un projet d'envergure. Quels sont les autres événements dans lesquels le Conseil des métiers d'art est impliqué ou même initiateur, là, en fait? Oui. En fait, je pense qu'il y a comme 2 parties à cette question-là. C'est-à-dire que nous, on a nos propres événements. Donc, on a le Salon des métiers d'art, on a Plein Art à Québec, et le Salon des métiers d'art de Québec. C'est à l'extérieur. Ça se passe à Québec du 31 juillet les 2 premières semaines d'août. Là. Pardonnez-moi, là, j'ai comme un blanc sur les dates. C'est le fun, c'est à l'extérieur, c'est un événement familial, il y a des animations. Et puis, vous pouvez être en contact, encore une fois, avec de nombreux artisans du Québec qui fabriquent au Québec, qui ont des savoir-faire particuliers en métier d'art. Et c'est une belle découverte estivale. On a des boutiques aussi. On organise aussi de plus en plus des partenariats à l'international parce qu'il y a un gros enjeu, on l'a vu tout à l'heure, sur les événements internationaux. Mais il y a aussi des événements métiers d'art qui ne sont pas organisés par le Conseil et qui sont tout aussi importants et qu'il faut valoriser. Que ce soit des marchés, que ce soit en céramique, il y a Mille et Impôts, il y a Céramistique aussi au mois de juillet qui va avoir lieu. Donc, on a la chance au Québec d'avoir cet écosystème-là. Et donc, je pense que si nous, on a un rôle au Conseil, c'est aussi de valoriser ces événements-là. Je vais nommer aussi un autre projet sur lequel on est en train de travailler, mais qui est plus un projet de biennale en métier d'art sur lequel on souhaite développer. On n'a pas en Amérique du Nord ou peu d'événements qui valorisent ce qu'on appelle la pièce unique, les métiers d'art contemporain. Donc, on pense que Montréal est un carrefour dans ce secteur-là et on réfléchit à une biennale internationale. Qu'est-ce qui est sur la table à dessin de ton côté là, pour les prochaines années à venir? Oui, ben dans la question de la commercialisation, c'est un gros enjeu. Hein. Donc, oui, on a nos gros événements. On pense que des événements d'ampleur sont encore une valeur, bien sûr, au contraire, sont même en développement. Mais il y a aussi la question d'organiser des plus petits événements et de rendre accessibles les métiers d'art à un plus large public. L'enjeu du territoire au Québec, c'est pas juste en métier d'art, c'est dans tous les secteurs. Comment on fait pour rayonner à travers le Québec et avoir accès, et que les populations en région puissent avoir accès à ce qui se fait. Et que nous aussi, on puisse avoir accès à ce qui se fait en région, c'est majeur. Donc, on a des projets qui sont, je dirais que c'est une des priorités de travail, c'est le territoire. Puis tu parles de commercialisation, tu en as parlé un petit peu plus tôt aussi. Dans les métiers d'art actuellement, un artisan qui vit de l'artisanat, si je peux me permettre, ses sources de revenus vont être la vente en ligne, les salons, comment ça se sépare? Oui, mais en fait, c'est peut-être, on est dans une chaîne de création de valeur courte. Alors, donc ça veut dire que c'est l'artisan qui fait tout. C'est lui qui refait sa recherche, qui crée, qui produit, qui diffuse, il vend lui-même ses propres produits. Et puis, c'est beaucoup les artisans qui vont être aussi dans les maillons de gestion, formation des structures qui accompagnent le milieu. Donc, la question des revenus de l'artisan, elle est dans la même lignée, c'est-à-dire qu'il a rarement une source de revenus. Il va en avoir de multiples, donc il a la vente de ses produits sur différentes plateformes, dans des salons, dans des boutiques, en ligne. Il va donner des cours, il va donner des cours dans des écoles, mais aussi parfois donner des cours privés. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui va constituer les revenus de l'artisan. Je te sens très sensible, bien sûr, à l'achat local, au métier d'art, mais bien sûr à l'achat local aussi. C'est quoi l'importance que ça a dans ta vie? Ben, je pense que il y a 2 éléments de réponse à ça. C'est-à-dire qu'il y a une question de philosophie, de comment on regarde la société dans laquelle on consomme. Donc, je pense que la consommation au métier d'art
elle est importante parce que ça encourage l'économie locale, parce que ça encourage des savoir-faire, parce que je préfère avoir des beaux objets que je vais garder plutôt que des objets qui ne vont pas tenir, que je vais avoir acheté en ligne, je ne sais pas trop où. Donc ça, c'est une question de choix personnel. Après, je pense qu'il ne faut pas tomber dans l'excès et la culpabilisation. C'est à chacun d'y aller à son rythme. On peut avoir un ou deux beaux objets qu'on a achetés, en être fier. En général, on est fier de ces objets-là. Et la vie fait qu'on ne peut pas toujours consommer métier d'art ou consommer local. C'est vrai qu'il y a un enjeu économique, il y a un enjeu de réalité aussi, de temps. Donc, je pense que c'est comme avoir une majeure et une mineure. Je pense qu'il y a la majeure sur laquelle on s'engage et donc on consomme, on essaye de faire attention à la manière dont on consomme, que ce soit des objets métiers d'art, que ce soit la nourriture, que ce soit d'autres types de produits ou services. Et puis il y a le quotidien et c'est correct. Je pense que si on commence à culpabiliser les gens sur l'achat local, on n'arrivera à rien. Je pense qu'il faut encourager et puis montrer l'exemple aussi parfois. Bien, Julien, c'était un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. J'ai envie de te demander si tu as une question pour moi. Je suis ouverte à y répondre. Ben, oui, en fait, j'ai une question pour toi qui fait lien avec les produits du Québec. C'est-à-dire que dans ton imaginaire, quand on parle de métier d'art, est-ce que c'est pour toi un élément qui est, je ne vais pas dire assimilé, mais qui se rapporte aux produits du Québec, ou est-ce que c'est quelque chose qui est complètement indépendant, complètement différent? Bien, premièrement, ma connaissance des métiers d'art s'est beaucoup améliorée quand je t'ai rencontré. Fait que j'ai vraiment amélioré, juste le partage que j'ai avec toi a contribué à améliorer ma connaissance. Je pense que d'emblée, quand on est en contact avec les métiers d'art, on a tendance à associer la provenance, la proximité, en fait. T'sais. Je pense que l'aspect local est peut-être un peu plus clair. Je serais curieuse si on se promenait ensemble dans le salon des métiers d'art, on demandait aux gens où les produits sont faits. Je pense que tout le monde dirait que c'est probablement fait au Québec. Fait que je pense qu'il y a comme une espèce d'association implicite qui se fait. Je ne sais pas si elle est vraie dans tous les cas. Je pense que oui. Oui, je pense que oui. Donc, moi, c'est un peu ma perception. J'ai l'impression d'encourager local quand je vais au Salon des métiers d'art. Et j'y vais aussi, je tiens à mentionner. Bravo. C'est un beau salon. Signé Local est fier d'offrir un cadeau à tous les invités du balado L'Arrière-Boutique. Signé Local propose une impressionnante sélection de plus de 3000 différents produits conçus et fabriqués au Québec par plus de 200 producteurs locaux. Visitez le signélocal.com. Bien, merci encore. Merci. Avant de terminer, j'ai un petit cadeau pour toi. Oh. Oui, en fait, c'est les boutiques Signé Local qui te l'offrent. Oui. Signé Local, je ne sais pas si tu connais, ce sont des... Oui. Ben, je t'explique. Ce sont 4 boutiques, en fait, au Québec et une plateforme web, bien sûr, dans lesquelles tu retrouves des produits qui sont conçus et fabriqués au Québec. Je t'offre un jeu de l'entreprise 4 Faces. Oui. Je ne sais pas si tu as déjà joué. Je t'explique. Ce sont des questions, en fait. Ici, ça s'appelle « Sur le bord de la 20 ». Donc, si tu as à faire de la route sur la 20, c'est des questions relatives à ton parcours. Fait que c'est vraiment intéressant. C'est génial, j'adore ça. Fait que des fois, au lieu d'être sur sa tablette, ça va te faire Écoute, dans mes allers-retours Québec-Montréal, je vais exactement. faire ça assurément. Ne conduis pas en même temps que tu joues. Non, dans un monde idéal. je vais être sage. Parfait. Merci encore. Merci beaucoup, Elfie.